beaucoup. Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de votre fidélité. Bienvenue RFM, il est midi, voici le grand journal. Barthélémy Ngom. À la une, un trafiquant de drogue qui aurait été torturé sur son lit d'hôpital par des gendarmes à Foundiougne. Le commandant de brigade mis en cause a été arrêté et déféré. Amnesty dénonce et réclame justice. Université Assane Seck de Ziguinchor, le calme est revenu ce matin. La coordination des étudiants face à la presse cet après-midi. Noah Cissé, le médiateur de l'Université Assane Seck, évoque la crise et fait des révélations. La grève de l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales, une longue grève de plusieurs mois pour ne pas dire années. Les négociations et rencontres avec les autorités n'ont rien donné, en tout cas pas jusque-là. Des syndicalistes jugent cette longue grève inutile et demandent à leurs camarades de changer de fusil d'épaule. 305 francs CFA, c'est le prix du kilogramme d'arachide pour cette présente campagne de commercialisation. Les OPS se réjouissent de ce prix plancher et annoncent que les banques vont débloquer 36 milliards de francs CFA pour les accompagner. Le grand journal, les actualités internationales, nous irons au Mali, en Sierra Leone entre autres. Le sport à la une, la Coupe d'Afrique de handball féminin. Entrée en jeu réussie pour les Lions qui ont battu le Kenya ce matin. Rendez-vous avec Malal Diagne Junior. La presse du jour largement revenue sur ces mouvements d'humeur qui affectent plusieurs secteurs. Le Front social en ébullition. Revue de presse Mohamed Ali Mouba. Point de vue, le 5 décembre prochain, début de la campagne de commercialisation de l'arachide. 305 francs CFA, c'est le prix plancher du kilogramme. Quelle analyse en faire et comment faire pour une bonne campagne de commercialisation? Élément de réponse avec nos deux intervenants. Rendez-vous en fin de journal. Barthélémy Ngom. Bienvenue à tous à la technique de ce journal à l'une bas. Direction Foundiougne d'abord, où un trafiquant présumé de chanvre indien a été torturé par des gendarmes sur son lit d'hôpital. Il est dans un état critique. Il est toujours interné à l'hôpital de Fatick. La famille a porté plainte, bien sûr. Les explications de Seydi Gassama, le directeur exécutif d'Amnesty Sénégal, qui réclame justice. Ce qui s'est passé à Foundiougne, c'est que lundi, pendant la journée du lundi, en début d'après-midi et pendant la nuit, un trafiquant présumé de drogue qui était évacué dans cet hôpital, a reçu la visite des gendarmes qui étaient venus l'interroger. Et pendant l'interrogatoire, ces gendarmes ont eu recours à la torture pour faire parler cette personne qui était déjà dans les locaux de l'hôpital. Et malgré l'opposition du personnel médical, les gendarmes ont continué dans la soirée à torturer cette personne qui finalement a été transférée dans l'hôpital de Fatick où après donc examen médical et délivrance d'un certificat médical, sa famille a porté plainte pour torture contre la gendarmerie. Nous dénonçons cette pratique de la torture. La torture est formellement interdite par la loi. Pour aucune raison, un élément des forces de défense et de sécurité ne doit recourir à la torture pour obtenir des informations. Et d'ailleurs, les informations obtenues sur la torture sont nulles et ne peuvent pas servir de preuve devant un tribunal. Donc c'est vraiment une action inutile, une action qui inflige une souffrance indicible aux victimes. Et nous demandons à ce qu'évidemment le tribunal TGI de Fatick, qui a reçu la plainte de la famille, instruise la plainte et que évidemment justice soit rendue à cette victime du nom de Thomas Diatta et ainsi qu'à sa famille. Seydi Gassama, le directeur exécutif d'Amnesty Sénégal, sur cette affaire donc qui défraie la chronique à Foundiougne. Fin de cavale du berger qui avait grièvement blessé deux agriculteurs au village de Ségoukoura. C'est dans le département de Tambacounda. Les éléments de la brigade territoriale de Diallo-Coton ont finalement mis la main sur le mis en cause âgé de 17 ans. Ce dernier est accusé d'avoir laissé paître son troupeau dans le champ d'arachide des agriculteurs. Il sera déféré donc au terme de sa garde à vue. Quant aux victimes, ils sont toujours internés à l'hôpital régional de Tambacounda pour des soins. Nous y reviendrons avec Pape Ousseynou Diallo. Midi 4 minutes, je vous l'annonçais en titre, le calme est revenu ce matin à l'université Assane Seck de Ziguinchor après les violents affrontements entre étudiants et forces de l'ordre ces derniers jours. La coordination des étudiants de l'université Assane Seck tient justement une conférence de presse cet après-midi pour se prononcer sur la situation. Le médiateur de l'université Assane Seck de Ziguinchor déplore les incidents survenus dans ce temple du savoir ces derniers jours. Noah Cissé révèle avoir tenu des séances de négociation avec les étudiants sur leurs revendications. Ces derniers donc qui réclament l'achèvement des travaux des campus pédagogiques et sociaux de leur université. Le médiateur espère des solutions de sortie de crise dans les meilleurs délais.
On comprend que les étudiants aient une plateforme revendicative, particulièrement dans la situation où se trouve l'université à Saint-Sec de Ziguinchor. Cependant, on comprend difficilement la méthode de lutte qui a été engagée et qui a atteint une violence pas souhaitable dans un campus pédagogique ou un campus social. En tant que médiateur, est-ce que vous avez eu à rencontrer les étudiants et qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Oui, nous avons utilisé, disons, le schéma classique, c'est celui d'une rencontre des délégués d'étudiants avec l'administration rectorale et celle du campus social, avec le directeur du CRUS. Nous avons discuté et quand nous avons donc cerné tous les problèmes, nous les avons sériés en revendications qui ressortent des questions domestiques, donc susceptibles d'être réglées sans grand problème au niveau de l'administration rectorale et de la direction du CRUS. Et à côté, il y a des problèmes relativement plus consistants qui appellent le concours de la hiérarchie. Parlant justement de la hiérarchie, le ministre de l'Enseignement supérieur brille par son silence sur cette situation grave à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Comment vous analysez cette attitude? Et je ne suis pas sûr qu'il y ait un silence. C'est vrai qu'il n'y a pas une communication à l'attention de l'opinion. Les deux principaux responsables de ces institutions sont à Dakar et il a dû y avoir véritablement une rencontre pour faire le point et envisager des solutions aux revendications qui sont posées. Nouassi, c'est le médiateur de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Je rappelle donc que le calme est revenu ce matin avec suite aux manifestations de ces derniers jours. Manque de salles de classe et de tables bancs au lycée de Pekes, c'est dans le département de Tivaouane. Et bien là-bas, les cours sont dispensés dans de difficiles conditions, ce que dénoncent les élèves et le corps professoral. Même le censeur du lycée a pris la parole pour déplorer la poussière qui a envahi l'école et qui provient plutôt de la route Mekhe-Pekes, non loin du lycée. Le censeur, qui lance un cri du cœur, dit avoir décelé beaucoup de maladies chez les élèves. Chahante Diop. Pekes, les élèves du lycée sont toujours dans le désarroi. Depuis l'ouverture des classes, on constate un manque criant de tables-bancs et de salles de classe. Certains restent même des jours sans faire cours. Mariam Thiam, élève en classe de première S2. Lycée de Pekes, nous avons des difficultés des tables bancs, des salles de classe, même si on rapporte les cours pour le faire le soir, pour mieux faire, pour que les élèves qui arrivent à faire les cours. Le censeur du lycée de Pekes, M. Gueye, exprime sa désolation. Oui, naturellement, parce que là, on a des classes pléthoriques. On a commencé avec des sixièmes de 100 et quelques élèves. Il nous manque des salles de classe. Également, il y a un manque de tables-bancs. Si on pouvait avoir des bonnes volontés pour nous assister. L'autre problème est que le lycée de Pekes se trouve au bord de la route Ngaï-Mekhe-Pekes-Tchilmaha, un chantier. Malheureusement, avec l'arrêt des travaux, le lycée est envahi par la poussière, occasionnant certaines maladies pulmonaires au sein des élèves. Nous travaillons dans des conditions très difficiles. Trop de poussière, trop de bruit, beaucoup de maladies. On a constaté que depuis des années, l'état de la route est chaotique. Ça impacte un peu sur les enseignements-apprentissages. Il y a un rideau métallique qui s'ouvre naturellement et il y a la poussière qui entre. Il y a également les retards notés chez beaucoup d'élèves. Les élèves et leurs enseignants ainsi que l'administration de l'établissement lancent un appel vibrant à l'endroit des autorités pour trouver une solution à ce mal. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Nous parlons à présent de la subvention des Dara. Le régime précédent, vous le savez, avait décaissé un peu plus de 6 milliards de francs CFA. Cette manne financière, selon la direction des Dara, a été distribuée aux écoles coraniques qui se sont manifestées. Son coordonnateur a soutenu qu'une cartographie exhaustive des Dara est en cours pour une répartition équitable de la subvention. Moussa Niang, il était l'invité d'RFM Matin ce mercredi. Il se peut qu'il y ait des daras qui n'ont pas reçu parce que la liste n'est pas exhaustive, hein, parce que on doit faire un recensement exhaustif des daras pour connaître tous les daras du Sénégal. Mais ce qu'on a fait, la liste sur laquelle on s'est basé, les deux listes, la liste initiale et la liste complémentaire, donc c'est les daras qui sont manifestés et les daras qu'on peut peut-être péturier. Mais il y a des daras vraiment peut-être qui sont dans des zones où peut-être les IF ne les connaissent pas. Aussi où le recensement n'est pas arrivé aux endroits où ils sont. Oui. Donc, il se peut que c'est pas exhaustif, mais je pense qu'avec la cartographie nationale des Dara, on aura vraiment une base de données
fiable. Qu'attendez-vous de ce nouveau régime? Est-ce que vous attendez par exemple à ce que la subvention soit revue à la hausse peut-être? Parce que c'est peu quand même. Quoi. Oui, vraiment. Je pense que les intentions manifestées par les nouveaux autorités, vraiment c'est une bonne intention. Et on a l'espoir. Il y a une ferme volonté de développer les daara et les désintégrer dans le système éducatif, en parlant même d'accélération de cette intégration. Donc je pense que, Inch'Allah, cette subvention va augmenter et les daara, vraiment, les autres daara qui ont été laissés en rade vont bénéficier de subventions. C'est demain jeudi, en tout cas, la journée nationale des daara, une occasion pour faire un plaidoyer en faveur de l'enseignement coranique au Sénégal. Mais en attendant, à Keur Massar, l'association des Serigne Daara donne de la voix et pose ses préoccupations sur la table. Mendicité des enfants talibés, des sites inappropriés pour l'enseignement, le manque de moyens, entre autres. Le cri du cœur des Serigne Daara de Keur Massar dans cette correspondance signée Aminata Ba. La mendicité des enfants talibés doit être éradiquée à Keur Massar et pour cela, il faut que les autorités étatiques appuient davantage les Daara. Mourtar Silla, porte-parole de l'association des Serigne Daara du département de Keur Massar. Mendier pour gagner de l'argent, ce phénomène doit être banni. Au pire des cas, le talibé peut demander de l'aumône pour se nourrir. Nous pensons que si les voisins appuient les Daara, cela va contribuer à la lutte contre la mendicité. L'État du Sénégal doit aussi aménager des cantines pour ces daara dans les inspections ou les communes pour assurer la nourriture dans les daara les plus démunis. Le manque de ressources financières pour subvenir aux besoins des talibés et l'étroitesse des lieux d'apprentissage et des dortoirs demeurent des difficultés pour les Serigne Daara du département de Keur Massar. Parfois, nous sommes confrontés à des problèmes d'espace dans les daara parce que c'est très étroit ou parfois le daara est installé dans un milieu qui n'est pas favorable à l'enseignement coranique. Vous savez tous que la plupart des parents ne prennent pas en charge les dépenses de leurs enfants. Donc c'est le Serigne Daara qui nourrit, soigne et enseigne en même temps. Il fait face alors à des problèmes de moyens. Plus de 400 daara sont enregistrés dans le département de Keur Massar, mais jusque-là, ils n'ont pas bénéficié des fonds que l'État du Sénégal avait octroyés aux écoles coraniques. L'association qui regroupe les Serigne Daara interpelle les nouvelles autorités. Aminata Ba, Keur Massar, Radio Média. Aminata Ba, il est midi 13 minutes, la suite du journal après ceci. RFM 94.0, la radio en puissance. La Fédération nationale des organismes privés stockeurs qui apprécie positivement la décision de l'État qui a fixé le prix du kilogramme d'arachide à 305 francs CFA. Le président de la dite structure révèle que les banques vont mobiliser 36 milliards de francs CFA pour les accompagner. Modou Fall, le président de la FENOPST, que nous écoutons. Le marché de l'arachide reste dominé jusque-là. Toutes nos excuses, Modou Fall, donc d'un moment à l'autre, Modou Fall, le président de la Fédération nationale des organismes privés stockeurs, une structure donc qui approuve positivement la décision de l'État qui a fixé le prix du kilogramme d'arachide à 305 francs CFA. Il révèle, lui, Modou Fall, que les banques vont mobiliser 36 milliards de francs CFA pour les accompagner dans la campagne de commercialisation de l'arachide. C'est un rémunérateur pour les producteurs. Et il me semble que c'est un bon prix parce que je suis producteur, je suis collecteur. On a discuté sur tout cela parce que l'État aussi a des contraintes. Parce que au début du mois d'avril, lors de la nouvelle équipe gouvernementale, ils font un effort. Il nous a donné 74 milliards pour aller en campagne semencière. Dans les commercialisations, ils nous ont dit que d'ici la fin d'année, ce sera très compliqué, mais ils sont trouvés un équilibre en disant aux banquiers de nous donner encore de l'argent pour qu'on puisse aller en campagne. La LBA et la BNDE, donc on espère qu'avec l'appui de la banque, on peut aller tranquillement à la campagne. Et quel est le montant que ces banques vont vous donner pour la campagne de commercialisation? Bon, finalement, campagne, c'est progressif. Hein. Donc, pour les opérateurs, à peu près pour la commercialisation, ça tourne autour de 20 milliards, 30 milliards. Donc, les banques
banques qui sont organisées en pool bancaire, conduites par la LBA. Donc, ils se sont débrouillés pour rassembler tout ce manque d'argent. La directrice de la LBA nous a confirmé qu'elle a des retours positifs au niveau de ses confrères pour une hauteur de 36 milliards. Donc, vraiment, dans ce sens, on peut aller tranquillement vraiment à la campagne de commercialisation. Et puis, au lendemain de la revalorisation du prix d'achat du kilogramme d'arachide par le gouvernement, dans ce midi, nous faisons l'état des lieux du marché de l'arachide sur le plan mondial, les grands producteurs et les prix proposés. Voyons tout cela avec Mohamed Ali Mouba. Le marché de l'arachide reste dominé jusque-là par la Chine et l'Inde, plus de 60% de la production mondiale. L'Afrique en assure 25% avec le Nigeria et le Soudan et le Sénégal principalement. Depuis quelques années, la Chine fait face à une offre réduite en raison des conditions climatiques défavorables. Conséquence, le géant asiatique est obligé d'importer pour compenser, ce qui tire la demande vers le haut. Les prix fluctuent sans cesse, mais selon Habib Thiam, le prix plancher fixé par le gouvernement du Sénégal est correct vu l'état actuel des cours mondiaux. Habib Thiam est le président du collectif des producteurs et exportateurs d'arachide. Je pense qu'arrivé au mois de janvier-février, le prix va être stable et va être bénéfique et profitable quand même aux exportateurs par rapport au prix 305. Donc c'est là qu'on est optimiste pour pouvoir quand même exporter, mais le marché aujourd'hui obéit à des règles et que le marché d'exportation de graines d'arachide est beaucoup plus rentable que le marché des huileries brutes et que c'est ce qui fait que quand même avec 305, on pourra s'en sortir au mois de janvier. La baisse de la production de l'Empire du Milieu se traduit par une hausse des achats chinois dans tous les pays où l'arachide est disponible, principalement en Argentine, au Brésil, aux États-Unis, en Inde aussi. Mais en Afrique, c'est le Sénégal surtout qui est sollicité et le Soudan aussi. Des intermédiaires chinois donc sont très actifs dans ces pays. Mais cette année, l'État du Sénégal a décidé de réserver sa production, l'essentiel de la production en tout cas, au marché local. Production du reste en baisse, malmenée par les aléas climatiques mais aussi des intrants de mauvaise qualité. Mohamed Ali Mouba, et puis je vous l'annonçais, voilà plusieurs mois maintenant que l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales poursuit sa grève. Les négociations et rencontres avec les autorités n'ont jusque-là rien donné. Certains syndicalistes pensent que leurs camarades doivent changer d'épaule car une longue grève de plusieurs mois, pour ne pas dire années, devient inutile. Seydou Nourouba. Matérialiser la revalorisation des traitements dans le secteur public, les collectivités territoriales mènent le combat depuis au moins 2 ans, mais c'est toujours le statu quo. Et pourtant, leur ministre les a reçus le 15 octobre dernier. Daouda Badiane, président de l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales du Sénégal. L'intersyndicale aussi a continué, en tout cas continue, de peaufiner un protocole d'accord qui nous permettrait certainement de régler définitivement cette crise-là, qui n'a que trop duré et qui a apporté beaucoup de préjudice, en tout cas aux populations sénégalaises. Donc encore une fois, nous constatons que l'intersyndicale réclame un droit légitime. C'est aussi simple que ça. Et nous pensons qu'à l'issue des discussions, en tout cas, et de la feuille de route qui sera mise en place, nous pourrons trouver une solution. En réalité, il faut oser le dire, cette grève n'a aucun sens puisque jusque-là, il n'a pas eu un résultat probant. Mbaye Sow, secrétaire général du syndicat unique démocratique des travailleurs municipaux du Sénégal. Ça va dans tous les sens. Dans les régions, la grève est plus ou moins, elle n'est pratiquement pas suivie. Dans les villes, elle est plus ou moins suivie. Les travailleurs ne savent plus à quel sens se vouer. Même l'intersyndicale est dépassée, ce qui veut dire que actuellement, je crois bien que, pour ne pas dire plus, je me dis que vraiment les travailleurs sont aux abois. Nous pensons que cette grève-là, non seulement est une grève inutile, mais c'est une grève qui ne peut rien régler pour le moment. Il faudra que, pour espérer sortir de cette crise-là, je crois bien qu'il faut maintenant que tous les syndicats de ce pays-là, les syndicats de côté territorial, que ce soit l'Alliance, que ce soit l'intersyndicale, que les gens se retrouvent autour d'une table pour discuter des points absolument nécessaires et rencontrer les autorités, parler avec les autorités de manière très claire et à partir de cette base-là, essayer de sortir de cette crise-là. En attendant, l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales maintient son mot d'ordre de 48 heures par semaine, les jeudis et vendredis. Seydou Nourouba, direction Nguékhor sans ambulance depuis 4 mois maintenant. Toutes les ambulances de cette commune située dans le département de Mbour sont tombées en panne. Du coup, les évacuations sanitaires deviennent problématiques. L'appel à l'aide des populations par la voix de leur porte-parole, Madia Mandiaye, au micro d'RFM Mbour de Ndeye Mati Dieng.
il y a de cela quelques moments, minimum 4 mois, il n'y a plus d'ambulance ici à Ngekor. Et nous constatons que c'est une chose qui est inadmissible. Une commune comme Ngekor, qui fait partie des plus grandes communes de la région de Thiès, ne doit pas rester pendant tout ce temps sans avoir d'ambulance. Parce que nous savons que la santé, elle est primordiale. Nous savons aussi combien, surtout les 3e âges, tombent malades de jour en jour. Donc il est inadmissible qu'on reste ici sans pour autant avoir d'ambulance pour transporter nos malades. Donc nous disons encore une fois que le maire est appelé parce que nous savons qu'il détient les entiers responsables pour régler ce problème. C'est vrai que les comités de santé sont là, mais aussi quand même, ils ne sont pas dotés d'assez de moyens pour pouvoir régler certains problèmes. Donc lui, il est interpellé directement. Nous lui lançons un appel de venir en aide sa population, les Ngekorois, parce qu'ils sont tous en crainte et vraiment tous souffrent de cette situation qui est dégradante donc pour une commune comme Ngekor. Au-delà de ça, nous rappelons aussi que la commune de Ngekor a 2 postes de santé pour une population qui compte presque plus de 50 000 habitants. Nous réclamons aussi des centres de santé parce qu'un poste de santé, quand même, depuis tout ce temps, Ngekor doit passer ce stade. Donc c'est inadmissible qu'on reste pendant 4 mois sans voir d'ambulance dans cette commune. Donc encore une fois, nous invitons le maire et l'ensemble des responsables qui sont concernés pour régler ce problème d'assister à la population de Ngekor le plus rapidement possible. RFM. L'actualité internationale. Bienvenue Georges Déthié-Diop. Merci Barthélémy Ngom. Au Mali d'abord, 4 employés de la compagnie minière canadienne, c'est Barrick Gold, oui. Placés en détention. Une annonce de la compagnie minière qui ne précise cependant pas les charges retenues contre eux. Le communiqué confirme juste leur inculpation. Ndoumbé Diop. Blanchiment de capitaux et atteinte aux biens publics, tels sont les chefs d'inculpation retenus contre les 4 responsables locaux de Barrick Gold. Le groupe canadien, dans son communiqué, se contente de confirmer les arrestations de ses collaborateurs et souligne que les tentatives pour trouver une résolution mutuellement acceptable ont jusqu'à présent échoué. Du côté de Bamako, en revanche, le ton monte. Un responsable du département des mines accuse Barrick Gold de pratiques non orthodoxes évoquant des impôts non payés et d'autres taxes à percevoir. Une source proche du dossier affirme que la junte réclame à Barrick Gold la somme de 320 milliards de francs CFA. Cette même source, selon RFI, lie cette colère des autorités maliennes au refus des entreprises minières partenaires de respecter un accord récent après un audit des contrats miniers réalisé l'année dernière. Bamako a ouvertement affiché son intention de renégocier les accords existants avec les sociétés étrangères. Objectif clair, renflouer les caisses de l'État plutôt vides. Au Mali, toujours arrestation hier de l'homme politique Issa Kaoundim. Selon son fils, il est placé en garde à vue et conduit. Il a été placé en garde à vue et conduit à la prison principale de Bamako. Il est arrêté pour insulter un chef d'État étranger. Dimanche dernier, Issa Kaoundim avait affirmé sur la chaîne Djoliba TV News que les dirigeants militaires du Burkina Faso, proche allié du Mali, avaient inventé des preuves d'un coup d'État manqué en novembre. Le directeur de Djoliba TV News a également été convoqué pour être interrogé. Sierra Leone, George, 2 officiers de l'armée abattus lors d'une opération des forces spéciales. Selon le gouvernement, ils sont soupçonnés d'avoir joué un rôle majeur dans la tentative de coup d'État de novembre 2023. L'opération menée par les forces spéciales s'est déroulée dans un district proche de Freetown. Selon un communiqué du ministère de l'Information, les 2 officiers ont résisté à leur arrestation en ouvrant le feu sur les forces de sécurité, ce qui a entraîné un échange de tirs au cours duquel ils ont été mortellement blessés. Ils sont décrits comme des acteurs clés de la tentative de coup d'État avortée du 26 novembre 2023 et étaient également soupçonnés de préparer de nouvelles actions stabilisatrice. Le ministère de l'Information a déclaré que les recherches se poursuivent pour appréhender d'autres fugitifs encore en cavale. Lors des événements de novembre 2023, des assaillants armés avaient pris d'assaut une armurerie militaire, plusieurs casernes, 2 prisons et des postes de police, déclenchant des affrontements avec les forces de sécurité. Ces attaques avaient causé la mort de 21 personnes et permis l'évasion de centaines de prisonniers avant que l'ordre ne soit
rétablie. Les autorités avaient alors accusé des membres des forces armées d'être à l'origine de cette tentative de coup d'État. Depuis, au moins 80 personnes, principalement des militaires, ont été arrêtées. En juillet, 11 d'entre elles ont été reconnues coupables de trahison et de meurtre. Parmi les condamnés figure Amadou Koïta Makalo, ancien garde du corps de l'ex-président Ernest Bai Koroma, qui a écopé d'une peine cumulée de 182 ans de prison. En Égypte, 5 autres survivants repêchés hier après le naufrage en mer Rouge, naufrage d'un yacht de tourisme transportant 44 passagers. 4 corps ont été aussi récupérés. Le nombre de survivants s'élève désormais à 33, tandis que 7 personnes sont toujours portées disparues. L'opération de sauvetage est toujours en cours. Le naufrage est survenu lundi dans la ville côtière de Marsa Alam. Le docteur Faustine Ndouguelilé, directrice régionale élue de l'OMS pour l'Afrique, est décédée alors qu'elle recevait des soins médicaux en Inde. Des plans sont en cours pour rapatrier son corps en Tanzanie. Ndouguelilé, ancien député et ministre, devait prendre ses fonctions à l'OMS en 2025. En Namibie, les électeurs, 1 500 000, sont aux urnes ce mercredi. Ils vont élire leurs députés et leur président. Mandat d'arrêt contre le chef de la junte en Birmanie. Le procureur de la Cour pénale internationale a déposé ce matin la requête pour crime présumé contre l'humanité. Dans un communiqué, Karim Khan déclare avoir les motifs raisonnables de croire que le général Min Aung Hlaing pourrait être pénalement responsable de crimes contre l'humanité, de déportation et de persécution commis à l'encontre des Rohingyas en partie en Birmanie et au Bangladesh en 2016 et 2017. Merci beaucoup Georges Détché-Diop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Le 5 décembre prochain, début de la campagne de commercialisation de l'arachide. 305 francs, c'est le prix plancher du kilogramme. Quelle analyse en faire et comment faire pour une bonne campagne de commercialisation? Élément des réponses avec nos deux intervenants tout à l'heure dans Point de vue. Nous serons avec Maudou Diouf, le président de l'Union du monde rural, et Aliou Dia, le président de Force Paysanne. RFM Sport. Malal Diane Junior, bonjour. Bonjour Barthélémy. Nous parlons de la Coupe CAF d'abord avec le Jaraaf qui entre en lice cet après-midi à Abidjan. Ce sera à 16h à Abidjan, au stade Félix Houphouët-Boigny pour la première journée de la Ligue de la Coupe de la Confédération africaine. La phase de poule, le Jaraaf qui défie l'ASEC Mimosa, l'entraîneur des Verts et Blancs, dit s'attendre à un match difficile puisqu'en face, l'équipe de l'ASEC Mimosa est une bonne équipe avec une bonne organisation. Malik Daf avec Sodekam. Nous demandons que tous les Sénégalais prient pour nous et que je pense que nous allons défendre les couleurs du Sénégal d'abord parce que nous sommes des ambassadeurs. On est venu pour une mission en sachant que ce ne sera pas une mission facile mais une mission qui est là, qu'on nous a confiée et qu'on doit prendre à bout de bras. Et je vais jouer contre l'équipe d'ASEC d'Abidjan qui fait partie des meilleures équipes ivoiriennes, qu'on est focus sur l'adversaire. En tout cas, nous essayerons de gagner ce match parce que nous sommes venus pour gagner. Donc il n'y a pas mille solutions. Donc nous on est venus pour gagner parce que je pense qu'on a des ambitions intermédiaires et fera tout notre possible pour essayer de défendre les couleurs de notre nation et faire plaisir aux Sénégalais parce qu'on n'a pas droit à l'erreur parce que nous savons que nous sommes des patriotes, nous sommes des Sénégalais, nous sommes venus ici pour défendre les couleurs, donc on doit jouer pour les Sénégalais, pour le peuple sénégalais, pour les Djarahman et pour tout le monde. Les joueurs en sont conscients, nous on est conscients, les dirigeants sont conscients. Maintenant nous demandons la prière et le soutien de tous les Sénégalais. On est focus sur le match l'union des cœurs pour la victoire de Djaraf, Inch'Allah. Malale, nous parlons handball à présent. Le Sénégal qui signe sa première victoire à la Coupe d'Afrique qui se joue en RDC. Les Lions du Sénégal ont battu ce matin à 9h l'équipe du Kenya. 39-30, c'est le score final de cette rencontre. Première sortie, première victoire pour le Sénégal. On note également que l'Algérie a pris le meilleur sur le Cap-Vert, 20-16. C'est le score final de cette rencontre. Nous parlons de Ligue des champions européenne avec la suite de cette journée qui a démarré hier. Étoile rouge de Belgrade joue contre l'équipe de Stuttgart, l'équipe de Sturm Graz contre l'équipe de Gérone, Benfica défie l'AS Monaco, Bologne défie Lille, Liverpool joue contre le Real de Madrid, Aston Villa reçoit la Juventus de Turin alors que le Dynamo Zagreb joue contre l'équipe de Borussia Dortmund. Tech Ball, c'est ça? Tech Ball.
Tekball, le jeune Abdoulhat Diop qui veut défendre les couleurs du Sénégal à la Coupe du Monde. Une nouvelle discipline qui arrive au Sénégal et le jeune Abdoulahat Mbacké Diop est l'un des pratiquants de cette discipline. Le Tekball, c'est comme le tennis, nous a-t-il dit, mais avec un ballon de football, et il veut participer à la prochaine Coupe du Monde prévue au mois de décembre au Vietnam, mais il demande l'appui et le soutien des autorités pour défendre les couleurs nationales. Nous l'avons joint ce matin au téléphone. Je dois être au Vietnam le 2. Ça veut dire que je dois quitter ici le 1er pour arriver et participer à la réunion du 3 avec la séance photo. Si je rate ça, je ne pourrai plus participer à la compétition. Donc obligatoirement, je dois être là-bas. Il me faut environ 2,5 millions pour payer les billets d'avion, les frais d'hôtel et la restauration. Comme ça, je pourrai participer tranquillement et défendre les couleurs du Sénégal. Je me sens vraiment bien dans cette compétition en individuel et je sais et je sens aussi que je peux amener des médailles pour le Sénégal. Le jeu s'appelle le Tekball. C'est comme du tennis sur une table, mais c'est avec un ballon de foot qu'on le fait. Et ça se fait en 2 sets de 12 points. Celui qui gagne les 12 points, il remporte la partie. Le jeu se fait sur un terrain qui mesure 16 mètres sur 22. Ça peut se faire dans une salle ou comme à l'extérieur. Barthélémy, un bon céréal, vous devez être un bon agriculteur. Bien évidemment. Donc vous devez connaître les graines que je pourrais planter pour récolter des billets de 10 000 après. Des 10 000? Oui, des graines d'argent. Après, je récolte des billets de 10 000. Ah, l'agriculture, c'est riche en tout cas. Tu vas cultiver, tu vas vendre et après tu auras de l'argent. Je pense que c'est mieux de cultiver de l'argent directement. Merci beaucoup, Malal Diane Junior. RFM, la radio de toute l'actualité. Nous parlons à présent de cette procédure qui a été lancée par l'Assemblée nationale. Les membres du bureau de la 14e législature sont sommés donc de rendre leurs véhicules de fonction. Demain jeudi, c'est le délai qui leur est imparti. Fama Dione s'est entretenu avec Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly sur la question. D'abord, une précision. Les députés de la 14e législature n'avaient pas de voiture de fonction. En lieu et place, ils avaient une allocation mensuelle de 700 000 francs. Ce sont uniquement les membres du bureau de l'Assemblée nationale qui en disposaient. Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly a reçu un coup de fil du chef de garage de l'Assemblée nationale. Il a rendu son véhicule. Ils m'ont contacté hier pour me dire qu'ils ont besoin de ma voiture au plus tard jeudi. Mais je l'ai rendue tout de suite. Ces voitures ne nous appartiennent pas. Elles appartiennent à l'Assemblée nationale. Macky Sall avait décidé de n'octroyer des véhicules qu'aux membres du bureau, les présidents du groupe parlementaire, les secrétaires élus. S'ils veulent mon passeport diplomatique, eh bien, ils n'ont qu'à le dire. L'ancien député juge cette procédure normale et invite par ailleurs ses collègues députés à rendre les voitures. Ces voitures ne nous appartiennent pas. Si l'État décide de les reprendre, écoutez, je n'y vois aucun inconvénient. Donc, j'invite tous les députés de la 14e législature à faire de même. 10 jours après les élections législatives, les membres du bureau de la 14e législature sont sommés de rendre les véhicules de fonction. Autoroute de l'avenir et ses stickers rapido. AAS, Association des assureurs du Sénégal, vous offre votre revue de presse. La presse de ce mercredi largement revenue sur ces mouvements d'humeur qui affectent plusieurs secteurs. Le front social en ébullition. Bonjour Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Ébullition du Fonds social. Voilà bientôt quelques jours que la grogne gagne le monde social. Vent debout dans les secteurs de la santé et de l'éducation qui annoncent, selon le journal Le Quotidien, des grèves pour décembre. Les étudiants de Ziguinchor dans la rue eux aussi pour affronter les forces de l'ordre. C'est que pour enquête, le pouvoir fait face au Front social. Mon confrère va au-delà et pointe les grèves des internes et anciens internes des hôpitaux, des revendications salariales et statutaires. Le SAES, le syndicat des enseignants du supérieur, dénonce pour sa part des promesses non tenues et les violations des textes réglementaires. Les agents des collectivités locales, eux, restent aussi dans la grogne. Sans parler du mouvement d'humeur des concessionnaires du nettoiement qui viennent de suspendre leur grève. Pour éviter d'avoir peut-être dans le doute la colère des producteurs d'arachide, l'État du Sénégal fait passer le prix plancher de 280 à 305 francs CFA, démarrage de la campagne
prévue donc dès le 5 décembre prochain. Pour le Soleil, point de doute, l'État eut la campagne arachidière, 37 milliards de francs CFA levés, débloqués pour éponger la dette des opérateurs. Réumi Quotidien, qui jubile, relève que son co livre les bonnes graines. Les quotidiens, qui restent dans la même tonalité, parlent de bonnes nouvelles pour les producteurs. L'Info pointe une hausse de 25 francs sur le prix du kilo, avec l'interdiction de vendre, d'exporter les graines. Le Témoin nous dit que l'État bloque 500 000 tonnes d'arachides pour les opérateurs et les huiliers. Mais Tribune informe que c'est la mauvaise récolte qui risque de gâcher la fête. Des paysans interrogés par le journal confient qu'ils n'ont pas souvenance d'une aussi mauvaise récolte de l'arachide. Walfadri écrit à son tour que la hausse du prix plancher fait passer le prix du kilo de 280 à 305 francs CFA, mais la hausse est en deçà des attentes des paysans qui demandent plus. Le dossier Samuel Sarr et West African Energy, l'Observateur informe ce matin que l'ancien ministre file droit vers l'instruction vers le deuxième cabinet. C'est un tournant décisif, remarque le confrère. Une probable délégation judiciaire pour entendre Aruna Dia et Pape Mademba Bitey. Le journal pointe aussi un audit de Mazars et la nouvelle décision qui pourrait prendre les magistrats instructeurs. Pour l'heure, le DG de WAE fait l'objet d'un retour de parquet. Là, ça pointe des bizarreries dans un dossier lourd de conséquences, la guerre des associés et les enjeux énergétiques. Juan Branco suspendu par le barreau de Paris. L'avocat d'Ousmane Sonko est accusé d'avoir violé le secret de l'enquête dans un dossier là-bas en France. Le journal Le Quotidien note que la sanction découle de la publication en fait sur les réseaux sociaux d'extraits d'une procédure pénale en cours impliquant Nissia, une actrice qui l'accuse de viol. Et puis sport pour boucler, lutte avec frappe, retour sur le combat Modlo site. Les sanctions financières sont tombées. Le CNG encaisse 4 760 000 francs CFA. Site a perdu 2 730 000. Modlo 2 030 000 francs CFA. Introduction de bouteilles de 10 litres, surplus d'accompagnement. Voilà les motifs qui ont été avancés pour les délester ces millions de francs CFA. Le poulain de Max Margan a déposé son recours selon le journal Tribune. Le journal Le Mandat note que Modlo a parlé à ses fans. Il dit: j'aurais aimé gagner autrement, mais Dieu l'a voulu ainsi. Eh bien, nous nous en contentons. Bonne à tous. Autoroute de l'avenir et ses stickers rapido. AAS, Association des assureurs du Sénégal, vous ont offert votre revue de presse. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Point de vue, le 5 décembre prochain, début de la campagne de commercialisation de l'arachide. 305 francs CFA, c'est le prix plancher du kilogramme. Quelle analyse en faire et comment faire, surtout pour une bonne campagne de commercialisation? Pour en parler, nous sommes avec Modou Diouf. Monsieur Diouf, bonjour. Bonjour, Barthélémy. Alors, vous êtes le président de l'Union du monde rural. Notre deuxième intervenant, Aliou Dia. Président, bonjour. Oui, bonjour. Président de force paysanne. D'abord, le monde rural, vous tous, vous êtes des acteurs du monde rural. La parole à Modou Diouf d'abord. Monsieur Diouf, président de l'Union du monde rural, la campagne de commercialisation de l'arachide qui démarre le 5 décembre, les opérations de collecte démarrent le 5 décembre prochain. 305 francs CFA, c'est le prix du kilogramme, un prix plancher bien sûr. D'abord, est-ce que ce prix-là vous va, vous en tant qu'agriculteur? Voilà, merci Barthélémy. Permettez-moi d'abord de vous remercier du choix fait sur notre organisation. Saluer l'ensemble des auditeurs de la RFM d'ici et d'ailleurs et saluer aussi mon co-débatteur. Pour la réponse à cette question, l'Union du monde rural, effectivement, salue et magnifie cette décision du gouvernement à travers son Conseil des ministres de porter le kilogramme d'arachide. Conseil interministériel. Très bien, Conseil interministériel de porter le kilogramme d'arachide de 280 à 305 francs sur le kilogramme. Donc, soit une augmentation de 25%. Je rappelle qu'à l'année dernière, où le régime sortant avait fait une augmentation de 5 francs le kilogramme, c'est-à-dire de 275 à 280. C'est ce qui nous avait donc amené, si vous en rappelez,
Le lancement de notre campagne l'année dernière, Golo du Bey, Babundi Dundé. C'est ça, je me souviens de cette campagne. Nous manifestons aujourd'hui véritablement notre satisfaction par rapport à cette décision prise lors de ce conseil interministériel. D'accord. Vous saluez cette décision des autorités. Je reviens à vous tout à l'heure, M. Diouf. Aludia, c'est vous du monde rural, certainement également, vous avez une appréciation de ce prix, les 305 francs, le prix plancher. Mais d'abord, je voulais vous interpeller surtout sur l'absence des Chinois avec la suspension des exportations. Est-ce que ces mesures-là ne vont pas faire stagner le prix à 305 francs? Si l'on sait que le plus souvent les commerçants, les producteurs avaient tendance à vendre aux Chinois. Je vous remercie beaucoup. Vous me permettez de saluer l'ensemble des auditeurs de RFM et de saluer particulièrement mon ami Ndiogu Diène, qui sert d'intermédiaire à chaque fois pour qu'on puisse être invité parce qu'il fait le choix sur Fox Jam. Et je salue également M. Mamoudou Diouf. Mais je salue l'ensemble des paysans, pasteurs et pêcheurs de ce pays. D'abord, je me félicite de la tenue de ce conseil interministériel. Parce qu'au moment où on parle, les graines ne sont pas encore sur le marché. Et pour éviter le bradage, il faut effectivement fixer la date de démarrage le plus tôt possible. Donc la date du 5 décembre est très bien choisie. S'agissant maintenant d'abord du prix, les 305 francs, nous nous félicitons effectivement de ce fait parce que l'État a fait un effort considérable. Quand on tient compte effectivement du prix de vente actuellement du kilogramme d'arachide au niveau international, si on l'achète à 305, c'est que le gouvernement a fait violence sur lui-même. Les huiliers avaient proposé de maintenir la date de le prix de l'année dernière, parce que l'année dernière c'était 280, mais présentement, sur le marché, le prix n'atteint pas 280. Donc si les huiliers voulaient s'arrêter à 280, c'était qu'ils voulaient faire des gymnastiques pour pouvoir s'en sortir en faisant l'huile. Mais le gouvernement également a tenu compte du fait que c'est le producteur qui doit être protégé encore pour faire revivre surtout la filière arachidière. Donc le gouvernement a déjà fait des efforts avec les 120 milliards qui avaient été débloqués pour la campagne agricole, avec les 74 milliards qui avaient également été débloqués d'abord pour payer les arriérés dus aux opérateurs, et ce qui fait qu'en fait, il ne reste plus qu'une année d'arriérés et le gouvernement a pris l'engagement que dès qu'on vote ce budget de cette année, en commençant le déroulement en janvier, alors il n'y aura plus de dettes et ils vont tout éponger. Je crois que ça c'est important. Maintenant pour les Chinois. Vous savez que le Sénégal subventionne ses semences, subventionne ses intrants et même le matériel agricole. Si maintenant, au finish, l'arachide à l'état brut est envoyé en Chine, cela veut dire que nos subventions sont envoyées en Chine, nos femmes ne travailleront plus sur l'arachide, les jeunes ne travailleront plus sur l'arachide, même les transporteurs qui transportaient ces camions d'arachide ne travailleront plus. Oui, mais sauf que cette présence des Chinois permettait aussi aux agriculteurs de vendre à un prix qui parfois dépasse le prix plancher. Oui, c'est parce qu'ils combattaient nos huiliers. C'est parce qu'ils combattaient nos huiliers. À chaque fois qu'on détermine le prix, il faut qu'ils mettent maintenant 5 francs de plus ou 10 francs de plus au niveau des lourds. Et cela ne fait pas marcher nos usines. Et qu'est-ce qui se passe? Ça va créer un chômage au niveau effectivement de nos usines. Prenez la Sonacos, qui est le fleuron au Sénégal. Sur les 5 usines, il n'y a que 2 pratiquement qui marchaient difficilement. Est-ce que la Sonacos à elle seule peut absorber toute la production? Elle ne peut pas être seule parce que d'abord, la Sonacos a effectivement exprimé son besoin d'achat. Il y a le Copéol qui a exprimé son besoin d'achat. Et je crois qu'avec ce prix, les 3 autres usines, s'ils ont l'appui de l'État, vont effectivement travailler. Mais allez à Touba, vous allez trouver le Razak qui fait effectivement un travail extraordinaire. Il y aura une consommation également, une autoconsommation. Il y aura également les semences. Les décisions de l'État sont tellement importantes, surtout que
cette année, on pense qu'on n'aura pas la quantité qui avait été déclarée l'année dernière. Bon, c'est sûr, c'est pas sûr. Il faudrait maintenant qu'on utilise rationnellement ce dont on dispose. C'est-à-dire que ce qui est déjà réalisé cette année peut servir à régler les problèmes locaux. Donc d'abord, il faut interdire effectivement la sortie de ces graines. Il faudrait effectivement protéger nos huiliers pour qu'ils puissent effectivement avoir de quoi faire fonctionner leurs machines et faire travailler les Sénégalais. Il faudrait également faire de sorte qu'il y ait une transformation. D'accord. L'essentiel, c'est que l'argent soit disponible au niveau des points de collecte. C'est là où se situe la question que l'argent soit disponible. Je reviens à vous tout à l'heure, Président Aludia. J'aimerais bien vous entendre sur la question liée au capital semencier qui a toujours fait l'objet d'un débat au Sénégal. Le temps de donner la parole à Modou Diouf, le président de l'Union du monde rural. Est-ce que vous êtes d'accord, en tant qu'agriculteur, vous êtes d'accord sur la mesure annoncée par les autorités, c'est-à-dire que chacun est tenu donc de vendre au niveau des points de collecte autorisés au risque de ne pas pouvoir bénéficier d'intrants ou de semences l'année prochaine. Est-ce que vous êtes d'accord par rapport à cette mesure annoncée par les autorités? Mesure entre guillemets qui sonne sous forme de menace. Je n'appréhende pas cette déclaration sous forme de menace. C'est véritablement le fait par souci d'organisation que le gouvernement véritablement a parlé de centralisation des graines au niveau de ces points de collecte. Ce qui est important, c'est l'organisation donc de la commercialisation des graines d'arachide. Parce que, comme vous le savez, avec les Chinois, la vente se faisait n'importe comment. Si véritablement, par souci d'organiser, les graines véritablement n'échappent pas à l'État, les graines n'échappent pas à nos huiliers avec des prix bien entendu offrant, nous ne pouvons véritablement qu'applaudir, nous ne pouvons que véritablement apprécier cette décision de l'État. Parce que dans tout ça aussi, il faut qu'il y ait une organisation. C'est la raison pour laquelle je n'appréhende pas cette décision comme une menace. L'essentiel, c'est que les gens sachent que les 305 francs, c'est tout simplement un prix plancher. Et que les gens peuvent partir au-delà de ces 305 francs. L'essentiel, c'est que les Sénégalais... Mais on a constaté que les Chinois ne vont pas venir et que d'habitude, ce sont les Chinois qui avaient l'habitude d'acheter au-delà du prix plancher. Ils vont vendre à qui? Non, c'est pas tout simplement les huiliers que l'on rencontre sur le terrain. Nous avons des privés qui véritablement seront capables de débourser plus que l'État. C'est pas tout simplement ces Chinois-là que l'on voit. Là aussi, Barthélemy. Là, il faut que les Sénégalais le sachent. Moi, je pense que ce qui est important, c'est par rapport à ce sursaut, par rapport à cette déclic de vouloir révolutionner les choses, que tout Sénégalais doit mettre la main à la pâte. Ok. Aludia tout à l'heure a annoncé la disponibilité de l'argent au niveau des points de collecte. Ça a toujours été un problème. Est-ce que vous ne craignez pas un retour des bons impayés? Vous savez, avec les bons impayés, moi je pense que ça c'est derrière nous, ça c'est le vieux temps. Les bons impayés, moi je pense qu'avec le Jubal Jubanti, je pense que personne ne s'hasardera pas véritablement à se verser dans cette logique. Dans cette logique. Merci beaucoup Modou Diouf. On vous retrouve tout à l'heure dans le journal de 13h. Président Aludia, je termine avec vous sur la question du capital semencier. Une question qui a été toujours débattue mais pas résolue jusque-là. Les paysans dénoncent souvent la qualité des semences. Comment régler cette question, définitivement? Eh bien, je vous remercie beaucoup, mais avant de répondre à cette question, je voudrais rapidement vous dire que s'agissant des points de collecte, l'État ne fait qu'inviter effectivement les producteurs à aller vendre au niveau des points de collecte pour régler le problème de la traçabilité. Compte tenu maintenant du fait de la rareté du produit, et je crois qu'il est important, avant que l'on arrive à la distribution des semences, qu'on comprenne que dans telle commune, on avait mis par exemple 40 tonnes de cortiqués. Eh bien, mais quand on a vendu, si on trouve 0 tonnes vendues, ça c'est pas du tout beau. Et je crois que les producteurs eux-mêmes
doivent éviter cette situation. Mais ils sont invités à passer au niveau des points de collecte. S'agissant maintenant de la reconstruction du capital semencier, effectivement, l'État commence à penser autrement. À savoir qu'au lieu maintenant de choisir des individuels qui n'ont pas de ferme, qui n'ont pas de programme de développement de semences certifiées, il faudrait maintenant qu'on encourage les jeunes, surtout et les femmes, au niveau des dates, au niveau des champs de l'ANIDA, mais de les organiser de sorte que les bases seront confiées à des jeunes qui vont produire des R1 ou bien des R2, permettant effectivement à leur commune respective de pouvoir demain se donner même des semences. Et je crois que donc le programme qui est déjà en tout cas entretenu peut nous permettre de pouvoir espérer que si on met effectivement l'organisation qu'il faut au niveau des femmes, au niveau des jeunes, au niveau des coopératives, surtout qu'on va mettre dans les communes, on parviendra à régler cela. Mais sinon, eh bien, on parlera beaucoup de semences certifiées, mais on se retrouvera avec des écrémés. Avec des écrémés. Merci beaucoup, Président Aludia, président de Force Paysanne. Merci également à Modou Fall, président de l'Union du monde rural. Merci à vous. On vous retrouve tous les deux dans le journal de 13h qui vous sera présenté par Eladji Ndiogou Diène. Mesdames, Messieurs, merci. Fin de ce journal présenté par Barthélémy Ngom, mise en onde Aliba. Réalisation Eladji Ndiogou. Il sera là dans moins de 10 minutes pour le Wolof. Chef d'édition Awambaye. Bonne suite de programme sur la radio Futur Média. Depuis le 1er octobre 2024, seuls les stickers Rapido sont désormais disponibles dans les espaces clients Rapido de Cambérène, Thiaroye et Toulouse. Fiable et gratuit, il vous permet de passer plus vite en voie automatique. Optez dès maintenant pour les stickers Rapido et bénéficiez d'une expérience client en tout confort et rapide à chaque passage